il y a une petite, juste pour faire une très rapide présentation de cette table ronde donc consacrée à la question de la presse et des élections avec une perspective de temps long et de comparaison avec les dispositifs et les médiations contemporaines. Donc c'est une table ronde qui est en partenariat avec Retro News, donc le site des archives de la BANF, dont Étienne Manchette, qui le représente, qui est responsable contenu et partenariat pour Retro News, voilà. Et donc par rapport à ce qui est indiqué dans le programme, il y a une petite inversion de rôle, puisqu'en fait c'est donc tout au bout là-bas, maniant l'ordi entre autres, Claire Blandin, donc qui est enseignante-chercheur à l'université Sorbonne Paris-Nord et qui par ailleurs est historienne des médias. Donc moi je suis Isabelle Garcin-Marou et du coup c'est moi qui anime, et à ma gauche donc Caroline Delacroix, donc Géraldine. Et décidément voilà, et j'étais en train de me dire il faut que j'annonce qu'il y a une erreur sur le nom, mais du coup voilà, Géraldine Delacroix, donc qui est journaliste à Mediapart, voilà. Donc je vais lancer tout de suite la discussion, la présentation, et donc en vous demandant de revenir et de nous dire un peu en quoi a consisté cette couverture des élections, des élections donc notamment en 35-36, enfin 36. Donc je vous laisse tout de suite démarrer la présentation. Merci beaucoup, chers collègues. Alors, effectivement, l'idée, c'était de remettre cette thématique générale des assises dans une perspective historique et de parler de la presse et des élections en choisissant un épisode particulièrement intéressant pour nous, qui est un épisode d'élections législatives, celui des élections de 1936. Pour travailler sur la couverture médiatique de ce type d'élection, sur les enjeux qui se jouent entre des enjeux locaux et un scrutin national d'élections législatives, en travaillant sur quels sont les dispositifs qui sont mis en place par les médias pour couvrir ce type d'élection. Alors, Retro News, c'est le site. Retro News, c'est aussi la revue. Et donc, le numéro 2 était consacré, le dossier à presse et élections, les liaisons dangereuses. Et dans ce cadre, on était revenu sur du temps vraiment long. Alors, peut-être que tu veux dire un mot de cette diapo-là ? Oui, bonjour. Du coup, cette diapo-là que peut-être certains d'entre vous connaissent. En tout cas, c'est donc 1893, la campagne législative avec Clémenceau. Donc Clémenceau qui est à l'époque l'ultra-gauche, c'est le mangeur de curés. Voilà, c'est lui qui est marqué comme tel. Et il va être, donc il s'engage dans une campagne dans le Var et il se fait laminer. Alors il va finir par perdre cette élection. Il va traverser une espèce de grand tunnel jusqu'à redevenir un premier plan politique. Et ce qui est intéressant dans cette partie-là, c'est qu'il y a vraiment une mécanique qui est mise en place par notamment le Petit Journal, donc ce titre que tout le monde connaît, mais qui est absolument opposé à Clémenceau, qui chaque jour va publier des articles. Donc, quand on dit tous les jours, c'est 1 million d'exemplaires qui sont chaque jour publiés. Donc c'est un vrai matraquage en fait qui est mis en place. Et donc là vous avez une caricature de lui qui est avec tous les défauts, tout ce qu'on lui reproche. Donc il a ses ballerines de danseuse parce qu'il est réputé fan de aimer les danseuses, on va dire comme ça. Et bon, toute histoire de l'argent, du détournement d'argent, etc. Ce qu'il y a de bien, c'est que donc, le Petit Journal, c'est forcément un titre national. Il y a aussi des titres locaux qui vont, notamment l'anti-clémentiste, qui va apparaître. Donc c'est vraiment des journaux qui sont créés pour l'occasion dans la région du Var et qui mettent en fait en scène la contestation complète de ce candidat. Donc on a vraiment une presse totale qui se met contre lui. Voilà. Donc lui, il a beau se défendre parce qu'il est aussi journaliste à l'époque. Donc voilà. Et il a beau se défendre, en gros, il y a quand même la machine du Petit Journal derrière qui matraque sec. Voilà, quand les gens regardent ça à l'époque, eux, ils comprennent tout ce qu'il peut y avoir. Donc le lien avec les Juifs, avec l'argent, avec l'Angleterre, avec les danseuses. Donc voilà. Donc ça, c'est pour aussi vous rappeler que depuis, alors il y a 1848, tout ça, on aurait pu faire énormément de retours historiques sur ce lien entre presse et élection. On a choisi
une focale qu'on ne traite pas d'ailleurs dans la revue, et c'est d'autant mieux. Et je vais peut-être... Et donc, cette focale, c'est donc 1936. Alors, 1936, on est dans un paysage politique où on a ce qu'on appelle aujourd'hui le Front populaire, qui ne s'appelle pas Front populaire à ce moment-là, mais qui est effectivement une alliance des forces de gauche qui a été conclue en 1935. Et donc, ça va être l'histoire de l'arrivée au pouvoir de cette alliance. On est dans un contexte politique de crise, crise de la démocratie, montée des idées fascistes en France, avec la crise du 6 février 1934, bien sûr, qui est très importante. Et cette crise du 6 février 1934, en fait, c'est ce qui a fait que les partis de gauche ont fait alliance, Parti radical et Parti communiste français, qui s'était détaché de la SFIO en 1920 au congrès de Tours. On est dans un paysage médiatique qui est aussi un paysage très particulier, puisque on a vu, en rappelant ce qui s'était passé autour de Clémenceau, que à la fin du 19e siècle, on a une presse qui est une grande presse populaire, qui sont vraiment des médias de masse, qui ont une influence absolument énorme sur l'opinion. Sauf qu'il y a eu la Première Guerre mondiale, et que la Première Guerre mondiale, où les journaux s'engagent dans le bourrage de crâne, et une rupture absolument majeure, une perte de confiance dans le système médiatique. Et donc, 1936, on a un paysage médiatique qui est en recomposition, donc c'est aussi là-dessus qu'on va un peu insister. Avec plutôt des hebdomadaires d'ailleurs qui font l'actualité politique, et puis l'arrivée d'un nouveau média qu'on appelle la TSF, la télégraphie sans fil, qu'on va bientôt appeler la radio quand elle devient vraiment un média. Et donc la campagne de 1936 est la première pour laquelle on va avoir une campagne radiodiffusée. Donc c'est la première pour laquelle la radio va vraiment entrer dans ce temps et dans ce jeu de la campagne. Allons-y. On enchaîne. Oui, enchaînons. Donc, sur 36 et les spécificités de 36. Donc les titres en présence et la couverture. Je te repasse. Bon, alors quelques chiffres. L'idée, c'est de faire c'est quoi la presse en 1936, en gros. Alors, c'est les chiffres de 39, mais il n'y a pas de rupture radicale entre les deux. Ce qui est intéressant de voir là, c'est les tirages. Alors, notamment, donc ça, c'est tiré du Bélanger, et ça, c'est tiré de Toi et de Delporte et Robinet. Donc, du coup, là, ce que vous voyez, c'est intéressant. C'est l'Action française, par exemple, qui est un titre qui est majeur, forcément, à ce moment-là. C'est pas un tirage qui est énorme, c'est 45 000 exemplaires quotidiens, mais il y a il y a une présence de vindicte qui est intéressante. Les grands gagnants de ce tirage, c'est donc Le Petit Parisien que vous avez là. Le petit journal qu'on a vu tout à l'heure qui tirait à 1 million, en fait, il n'existe plus, ce journal-là. C'est l'ancienne presse, voilà. Eux, ils arrivent à se maintenir. Et vous avez donc tous l'Excelsior qui va sortir, et vous avez donc Le Matin, ça c'est un ancien qui ça permet de voir un peu le panorama général, et des titres comme L'Humanité qui sont en gros ici. Vous avez le taux de vente à Paris. Bon, ça c'est intéressant de toute façon de regarder ça pour la simple et bonne raison qu'on voit que le total c'est quand même énormément de lecteurs quotidiens, c'est 5 millions chaque jour, donc c'est un temps de gloire assez important. Et l'autre titre dont je n'ai pas parlé, mais qui est assez important, c'est donc Paris Soir. Donc Paris Soir, c'est la nouvelle presse, c'est ce qui va dans l'entre-deux-guerres balayer complètement les anciens modèles, dont le petit journal dedans. Donc là, on arrive, Paris Soir, c'est de la photo, c'est des gros titres, c'est une titraille qui est beaucoup plus appliquée, qui a une destination d'un lectorat qui suit le sport. Donc là, vous avez quelques-unes, je ne sais pas si vous voyez bien, juste avant. Mais voilà, vous avez de l'information internationale à gogo. Vous avez des gens comme Kessel, etc., qui participent à tout ça. Vous avez vraiment, vous voyez, ces unes-là, c'est de la photographie, c'est du chiffre. Donc en fait, vous avez tous les éléments de la presse moderne. Alors, ça racole un peu, il faut le dire. D'ailleurs, ils vont trop racoler d'ailleurs en pleine guerre, donc du coup après ils vont souffrir de ça.
Mais en gros, c'est tous ces éléments-là. Alors, le Front populaire défilé, par exemple, ça, vous voyez, c'est ces titres-là qui parlent de ce qui peut se passer et de la montée en charge, en fait. Donc, au moment de... Là, c'est février 36, le 17 février. Donc, vous avez cette montée en charge de la campagne à la une qui est mise en place. Pour cette partie couverture un peu générale, donc toujours Paris Soir. Donc, ça, c'est la dernière page qu'il y a toujours dans le journal. Cette page-là, elle est que photographique. Donc on est sur un type de récit qui est quand même assez particulier, qui s'adresse vraiment à un lectorat voilà, la lecture est rapide et comestible, se veut aussi dynamitante. La promesse de la photographie, c'est ça, hein, c'est la promesse du réel, c'est l'ancrage dans la vie quotidienne. Et donc là, on a des gens du ministère de l'Intérieur qui sont ici à la veille de l'élection. Donc c'est vraiment ce temps actuel, on couvre, on raconte ce qui se passe et on est Paris Soir, c'est aussi ça la promesse du journal. Dans ce panorama un peu de la presse globale, on a aussi une partie magazine, enfin qui n'est pas vraiment, si c'est un peu, donc vous avez Vue forcément, qui est le grand journal qui va influencer Life et autres, et vous avez Regard, alors qui est un magazine assez magnifique parce que justement il s'appuie sur la photo. Alors il est financé par le PC, donc c'est aussi un des éléments de compréhension de ce qui peut être mis en place. Mais voilà, là, c'est vraiment à destination. Vous voyez, vous avez aussi du sport. Vous avez forcément la partie... il manque un S, d'ailleurs, à Regard, parce qu'il y a toujours plusieurs regards. Et bon, c'est vraiment un super beau quotidien, enfin, pas quotidien, hebdomadaire. Et donc, voilà, vraiment, ça, c'est assez important. C'est un fonds qui apprend beaucoup de l'époque aussi dans les années 30. Et vous avez ce fameux, donc l'Action française, donc, qui ne tire pas beaucoup. Alors, fut un temps, ils étaient plus virulents que ça. C'est-à-dire que les titres de Maurras et Daudet étaient un peu plus marqués, mais ceux-là, ils sont quand même pas tendres. Donc là, en janvier 36 et février 36, les assassins du Front populaire arrêtés. Donc, on voit la tonalité de ce qu'il peut y avoir. Ce qu'on va vous raconter là, d'ailleurs, c'est aussi tout le rôle que peut avoir tout ce qui va se dérouler dans ces élections via l'Action française. Donc on a quand même un média qui va, entre guillemets, être porté responsable, ou en tout cas, ça dépend comment on le regarde d'ailleurs, influencer aussi la partie un peu violente de la campagne de 1936. Donc là, oui, on arrive à vraiment la campagne elle-même et à ce début d'articulation entre ce qui va se passer dans la presse nationale, donc l'Humanité, qui au moment de la rupture donc, reste le journal du Parti communiste, sachant que dans les tableaux qu'on a vus tout à l'heure, il y a un autre quotidien communiste, hein, il y a Ce Soir, donc il y a un partage de ce lectorat, et puis des déclinaisons donc locales, avec ici le Progrès de la Côte d'Or et cette première colonne, hein, sur les élections législatives. On n'a pas le temps de faire beaucoup de choses sur la mise en page, mais vous avez quand même vu que Paris Soir, c'était complètement différent, hein. On avait une barrée horizontale très différente de ce qu'on voit là. Alors, une couverture assez didactique en fait sur qu'est-ce que c'est que la campagne, comment est-ce qu'on vote, quand est-ce que les listes des candidats sont closes, ici, hein, qu'on va retrouver. Sur les préparatifs des élections, on a vu que l'intransigeant, pour le coup, c'est un des grands gagnants de la post-Première Guerre mondiale. Et là aussi, même type de récit photographique que ce qu'on a pu voir dans Paris Soir. Mais là aussi, on va présenter cette préparation électorale. Et puis, il va y avoir cet aspect décodage, comme cette carte de la France électorale dans Le Figaro en avril 1936. Le Figaro qui est juste en train de revenir. Hein. Vous voyez que juste en haut de l'édito, là, il y a le petit F orné. Leur slogan, c'est « Le Figaro retrouve sa plume ». Ils viennent de vivre un épisode un peu compliqué avec François Coty, fasciste, à leur tête. Et donc là, ils reviennent dans le jeu et dans l'analyse politique en 1936. Le petit provençal, je ne me souviens plus pourquoi il y avait ça, mais... Non, mais là, c'est aussi pour montrer en fait la variété et la correspondance qu'il y a entre toujours le petit provençal et donc le petit parisien, qui n'ont rien à voir au niveau tirage, mais qui sont aussi
cette espèce de couverture au quotidien, sans forcément d'engagement derrière. C'est vraiment la restitution avec de l'icono, avec de l'infographie, on pourrait dire. Donc tous les éléments de la presse sont réunis dedans. Si tu passes un peu après, justement... Alors voilà, ça c'est... Alors, il y a des petits manuels du bon électeur. Voilà. Notamment, on va prendre l'exemple de l'UMA, qui, alors ici vous avez des petits tracts à découper et à décrypter. Donc c'est comment bien voter, etc. Vous avez des titres assez forts. Hein, faut pas oublier 36, c'est quand même il se passe quand même 2-3. Hein, donc les slogans sont là et voilà, parlent quand même d'eux-mêmes là-dessus. Et c'est le voter communiste, c'est le petit décryptage des élections. Bon, moi j'ai trouvé ça pas mal de vous mettre ça. Il n'y a pas forcément de... Voilà. Et donc c'est la première campagne dans laquelle la radio intervient. Alors la radio, donc c'est une nouvelle technologie au début des années 20, ça devient progressivement un média dans le cours des années 20, et donc dans les années 30, c'est déjà installé comme notamment le média de l'immédiateté, avec les retransmissions sportives notamment. Et c'est vraiment là, au tournant des années 30, que les hommes politiques s'emparent en fait de ce média. Le premier, ça sera Tardieu, qui en tant que président du Conseil va utiliser ça pour faire ce qu'on appellerait aujourd'hui de la communication politique. Et ça déclenche une vague de protestation en fait dans l'opposition qui dit mais vous avez accès à ce nouveau support, nous aussi, il serait quand même normal que l'opposition puisse le faire. Et donc c'est ce qui se passe pour la campagne de 1936. Mandel, qui est le ministre des PTT, donc qui gère la radio, a expliqué que de toute façon ça ne changerait rien et que ça n'aurait aucune influence, donc il n'y avait aucun risque à faire une campagne radio diffusée. Mais il se passe vraiment quelque chose autour de cette campagne radio diffusée. Alors, c'est des règles qui ressemblent déjà à celles qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que chaque parti a un temps de parole de 20h à 20h30 à la radio. Ils sont très libres de ce qu'ils font. Donc, il y en a qui retransmettent en fait un discours qui a été tenu dans une réunion publique. Il y en a qui retransmettent des réunions en plus petit comité. Mais la plupart, quand même, enregistrent en studio les interventions radiophoniques, donc des interventions spécifiques. Et là, bug. Parce que c'est pas du tout la même chose de parler à la tribune, de parler devant une foule, d'être un orateur, un tribunicien, comme étaient les hommes politiques fin 19e et début 20e. Enfin, voilà, c'est des gens qui avaient évidemment tout en tête et qui faisaient des effets de manche. Et typiquement, Maurice Thorez, donc le leader communiste, c'est un battleur, enfin, c'est quelqu'un qui, devant une foule, sait mobiliser. Et là, il se retrouve en studio. Alors, il a compris qu'il ne fallait pas qu'il fasse la même chose, mais résultat, il bascule de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il fait quelque chose de trop terne. Et donc, sur le fond, pour le coup, lui, il va un petit peu rater ce coche-là. Sur la forme, pardon. Pas sur le fond, justement, parce que c'est dans une intervention radiophonique qui va poser une des pierres majeures de cette alliance politique, qui est la main tendue. On va tendre la main au reste des forces de gauche, et notamment aux catholiques, et notamment, etc. Donc cette politique de la main tendue, elle est annoncée à la radio. Or, c'est un tournant politique de la campagne. Et l'autre élément important, c'est que Léon Blum, qui va s'imposer comme le chef de cette coalition, lui, il a une voix qui est assez haut perchée, enfin, qui part vraiment dans les aigus quand il force, hein, donc devant une foule, ça rend pas très bien, et en voix radiophonique, ça passe beaucoup mieux. Et il va trouver un ton. Pour le coup, Blum, il va vraiment trouver le ton du nouveau média, qui est ce ton de l'intimité que Roosevelt va utiliser, comme tout le monde, dans les causeries au coin du feu. Mais lui, il va découvrir ça, et donc c'est vrai que de ce fait, la radio va avoir un rôle assez important. Ce qui nous intéresse ici, parce que vous l'avez compris, on travaille avec les collections de presse numérisée pour Retro News, c'est que
l'arrivée de ce nouveau média, bien sûr, est suivie de très près par la presse écrite. Et donc qu'on va trouver des chroniques régulières, alors sans filistes, donc les sans filistes, c'est comme ça qu'on appelait les gens qui faisaient de la télégraphie sans fil, hein, donc les geeks de ce nouveau média. Et donc le populaire va nous expliquer ce qui se passe et là aussi discours didactique de comment est-ce que les partis vont utiliser la radio pendant cette campagne, avec annonce des horaires. Ça a été une grosse protestation des auditeurs, hein. C'est que en fait, les émissions électorales venaient perturber les programmes habituels, et donc on a peu d'éléments sur la réception, mais on sait qu'il y a eu des protestations contre « Ah, mais il n'y avait pas mon concert ce soir ». Oui, d'accord. Donc, vous voyez ces éléments sur la radio dans différents titres. Donc, le bien du peuple de Bourgogne, ici, les déclarations électorales radiodiffusées, ou la TSF et les élections législatives dans l'Indépendant de la Charente inférieure. Je voulais aussi vous montrer l'étendue et l'importance de cette presse locale. Alors d'ailleurs, de mémoire, ils vont faire la radio, les journaux vont créer leur propre radio voilà, juste avant-guerre. Il faut bien se plier, on va avancer là-dessus, à la mode, mais ils vont tous se coltiner un peu ce truc. Je pense qu'on va passer un peu plus vite là-dessus, parce que c'est bien. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est une partie... Donc, cette fameuse étendue de la presse locale, eux, c'est les grands gagnants, en fait, hein, de l'entre-deux-guerres. C'est les grands quotidiens régionaux. Donc, avec un Ouest Éclair qui devient le 4e titre, je crois, au niveau tirage, assez rapidement, juste avant-guerre. Et donc, voilà, ça, c'est ils existent aussi à leur manière. Vous voyez les tendances qu'il peut y avoir. Il y a la grande information radicalisante que j'ai pas déterminé. J'ai fait. Non. Ça. Et voilà. Donc ça, en gros, on a toujours ce moyen-là. Il faut imaginer toute la présence sur les rédactions, comment elles sont positionnées. Voilà, dans les quotidiens à l'époque, il n'y a pas forcément que pour Ouest Éclair que Rennes. Il y a vraiment l'ensemble des correspondants. Donc on est déjà dans un temps extrêmement moderne sur cette partie-là. Et on ne va pas retrouver ce qu'on a trouvé par exemple chez Clémenceau quelques années avant, mais on a une espèce de presse locale qui va diffuser l'information, qui va jouer son rôle d'informateur et de passage vis-à-vis des élections locales. Mais ce qui va surtout se démarquer, c'est qu'on va passer à un point de crispation qui, lui, au niveau national, va être extrêmement marqué. Donc vous avez cette première partie législative, et comme Claire l'a rappelé, cette manière de s'imposer que va finalement trouver Blum, on va le retrouver aussi dans toute la campagne nationale, pour le coup, qui va être mise en place. Donc vous avez des titres qui sont assez complexes à comprendre. Par exemple, Gringoire, que peut-être vous connaissez, mais Gringoire, il y a Kessel qui écrit dedans, c'est un journal qui est aussi... qui se veut littéraire et tout ça, mais qui va prendre un petit pli gentil quand même, et voilà, mais qui à la base n'est pas ça. Donc c'est des itinéraires qui sont assez surprenants. C'est pas un tirage énorme dessus, et vous avez ce dessinateur. Donc en fait, l'ours par terre, c'est Sarro qui est l'opposant, et vous avez donc tout ce beau dessin donc, qui représente Léon Blum, tout à fait smart, hein, bien sûr, évidemment, il est riche, évidemment, il a un gros cigare, voilà, donc il a aussi tous les attributs du juif, etc. Et puis derrière, vous avez ce beau défilé derrière, donc ça, c'est assez simple à comprendre, mais c'est assez virulent de mon point de vue. Donc voilà, et vous avez d'autres type Candide, donc là qui a toujours été extrêmement marqué, avec un dessinateur à l'intérieur qui s'appelle Sénep, qu'on retrouve ici. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais ça c'est donc là vous avez Monsieur Blum,
Et là, vous avez, comment il s'appelle déjà, Herriot. Et donc, du coup, qui lui... En fait, Herriot est symbolisé juste par... Herriot est représenté juste par sa pipe, en fait, qui était voilà, qui permettait de l'identifier. Et c'est vrai que ces dessinateurs ont vraiment un rôle d'éditorialiste, en fait, hein, dans ces médias-là. Ils vont vraiment prendre des positions politiques assez claires. Je vais remontrer juste avant. Alors, l'Écho de Paris, qui est quand même un grand journal, je ne sais pas si vous arrivez à lire là, mais il dit en gros, aujourd'hui, la France joue sa vie aux élections. Bon, c'est un titre qui est quand même assez fort. Il y a une petite peur de la gauche, il faut le noter, et enfin, en tout cas de l'Écho de Paris. Voilà. On va peut-être avancer là sur... Ouais. Alors ça, en fait, c'était juste le point de crispation autour de Blum. C'est donc sa tentative d'agression. Et là, vous voyez, vous avez cette même photo partout. Vous le retrouvez, donc il y a les camelots du roi qui l'agressent. Hein, oui. Voilà. Et donc là, vous avez, dans la presse, vous avez toujours la même photo. Donc c'est la propagation complètement complète dans l'ensemble des titres. Donc entre le Matin et le Populaire et Paris Soir, vous avez vraiment tout un lien. Et c'est cette partie-là de crispation dont je parlais, où vous avez voilà, deux petites citations derrière, donc dans l'Action française et dans Gringoire. Et Maurras, donc il va se retrouver forcément. Il a une belle citation. Tu peux les dire avec le détritus humain. Détritus humain, à traiter comme tel, c'est un homme à fusiller, mais dans le dos. Donc effectivement, hein, cette presse a été très violente. Hein, c'est pas complètement nouveau. Hein, ça fait 10 ans pour le public que c'est ça. Hein. Dans les années 20, contre le cartel des gauches, il y avait quand même un volume qui s'appelait « À l'abattoir, les cartellistes hein, », donc qui était un recueil de dessins après les élections. Donc l'appel au meurtre est assez clair, et effectivement la violence de la campagne, donc quand Blum se fait agresser, est réelle. Voilà. Et donc, voilà pour notre petite perspective historique. L'idée, c'est effectivement de mettre un peu en tension ou en comparaison ce qui s'est passé en 1936, ou les éléments de 1936, et puis des éléments beaucoup plus contemporains, à partir du cas Mediapart, et donc dont tu vas nous parler, et donc en évoquant à la fois les questions de dispositif, de couverture éditoriale, et puis d'adresse au lectorat aussi, de la façon pour le média de se placer, de se situer, voilà, par rapport... Voilà, donc je te cède la parole. Bonjour, merci. Cette dernière citation, elle est... immédiatement, moi, ça me fait penser à ce qu'on lit aujourd'hui sur Twitter, quoi. Donc, il y a cette violence qui... en même temps, elle est condamnable, évidemment, sur Twitter aussi, même quand c'est... Voilà. Mais elle n'est pas non plus voilà, aussi récente qu'elle peut en avoir l'air. Alors, donc, Mediapart. Donc ça, c'est la une du 24 avril au soir, quand Macron est réélu pour un deuxième mandat. Le suivi de l'élection, en fait, s'est organisé à partir du mois de septembre de l'année dernière. On commence vraiment à avoir un pôle politique qui se met en branle et qui se constitue. Donc avec un journaliste supplémentaire qui est recruté pour renforcer l'équipe politique, en l'occurrence qui s'appelle Mathieu Dejean et qui venait des Inrocks, qui vient nous aider à couvrir la gauche, qui était déjà suivie par Pauline Grohl, qui s'occupe... la première slide, elle dure longtemps, en fait. Donc il y a 7 journalistes au pôle politique, 2 sur la gauche, Lucie Delaporte qui est sur l'extrême droite, Ilyes Ramdani qui est sur la droite LR, quoi. Hélène Selvi, donc, qui anime le pôle et qui s'occupe de l'exécutif, ce qu'on pourrait résumer par la Macronie. Fabien Escalona, qui a un profil atypique, et c'est intéressant puisqu'il est arrivé à Mediapart lors de la précédente élection présidentielle en 2017, et c'était un chercheur en sciences politiques de l'université de Grenoble, si je ne me trompe pas, qui était venu pour apporter justement un regard scientifique de sciences politiques sur l'élection de 2017, et puis il est resté.
Et il est devenu journaliste politique à Mediapart. Donc il a travaillé avec nous là sur la gauche plutôt, mais aussi sur des perspectives historiques, sur beaucoup d'analyses de long terme et de comparaison avec ce qui se passe dans d'autres pays, en particulier en Europe, sur les dynamiques vers la gauche, vers la droite, tout ce qu'on veut. Je crois que j'ai oublié personne. Il reste aussi Mathilde Gohanek, donc là, qui est quelqu'un on a créé un poste spécifique pour traiter de la campagne hors parti, de l'abstention, des électeurs, des petites formations, pour essayer de savoir comment les mouvements sociaux peuvent entrer dans la campagne, trouver leur place en fait dans le débat politique. Donc voilà, on avait une personne spécifiquement chargée de ça. J'avais pensé quelque chose quelque part, mais c'est... je retrouve plus ma phrase. Voilà, oui. C'est notre but, c'est de comprendre ce qui se passe dans le pays, en fait. C'est vraiment ça l'idée, c'est d'être à la fois ce qui se passe dans les états-majors, dans les partis, et comment les candidats sont désignés, par exemple, primaire, pas primaire, tout ça. Donc ça, c'est l'actualité politique proprement dite, mais on est très attaché à suivre les conséquences que ça a sur le terrain, c'est-à-dire est-ce que les gens vont s'intéresser à cette campagne, qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils voient les candidats, est-ce qu'ils vont voter, pas voter. Donc tout ça nous intéresse beaucoup, et donc c'est pour ça que voilà, cette équipe a été constituée de cette façon. On avait aussi prévu un renfort en la personne de François Bonnet, qui était cofondateur de Mediapart, directeur éditorial, donc avec une longue expérience de journalisme très variée, y compris politique. Et puis est survenue la guerre en Ukraine, et c'est aussi un ancien correspondant à Moscou qui connaissait parfaitement ce sujet et qui finalement n'a pas fait du tout la politique française, mais la guerre en Ukraine. Donc il y a les aléas de l'actualité aussi, évidemment, viennent percuter des dispositifs qui sont mis en place et auxquels on s'adapte en permanence. Donc on peut passer à la slide d'après. Donc qui vous montre les 3 présentateurs principaux de l'émission à l'air libre, donc qui est 4 fois par semaine, une fausse quotidienne, du lundi au jeudi, qui a énormément traité de la politique, avec donc des émissions spéciales au moment, les dimanches soirs électoraux. Ça peut y avoir d'autres émissions spéciales, pardon, mais c'était en particulier donc pour les résultats. C'est aussi une vitrine gratuite, puisque Mediapart est un média sur abonnement, et les émissions sont accessibles en direct et en replay sur YouTube gratuitement. Donc ça nous permet de toucher aussi un autre lectorat qui n'est pas abonné, soit parce qu'ils ne nous connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas, ou parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'on est bien conscient du coût que ça représente les médias aujourd'hui. Donc il y a ce dispositif vidéo. Bien sûr, d'autres journalistes qui ne sont ni au pôle politique ni au pôle vidéo peuvent participer ponctuellement à la couverture de la campagne. Et puis des pigistes dans les régions en général. Donc là, on peut avancer aussi. Et puis, on s'appuie beaucoup sur nos partenaires. Donc Mars Actu à Marseille, le Bondy Blog en région parisienne, donc en l'occurrence à Bondy, Seine-Saint-Denis, le Poulpe qui est en Normandie, Médiacité avec 4 antennes, Lille, Lyon, Toulouse, Nantes, que vous voyez là, rue 89 à Strasbourg, et derrière Étienne, c'est Guyaweb qui est en Guyane. Donc ils nous ont beaucoup aidés aussi à couvrir des aspects, Jacques de Médiacité, à couvrir des aspects plus locaux de l'élection. Ça peut être soit des déclinaisons justement régionales de thématiques nationales. Je pense aussi par exemple à un reportage de Rue 89 au meeting de Emmanuel Macron à Strasbourg, entre les 2 tours. Nous, on n'y est pas allés, c'est Rue 89 qui a couvert, et notre partenariat consiste à échanger des articles. Donc ils peuvent publier, tous ces partenaires peuvent publier
publient nos articles quand c'est pertinent pour eux, et réciproquement. Il y a aussi une newsletter, voilà, qui a été mise en place pour les élections, qui est aussi gratuite pour le coup, et qui est, c'était pour nous un nouveau format de newsletter, c'est-à-dire avec, on n'envoie pas seulement les titres du journal à lire et cliquer, il y a aussi des informations dans la newsletter en elle-même, donc en l'occurrence plutôt un édito politique, mais qui est, j'aurais plutôt envie d'appeler ça une analyse en fait d'une situation, au moment donné où la lettre est envoyée. Et depuis, ça nous a permis aussi de développer. Depuis, on a fait une lettre écologie et une lettre enquête, qui sont toutes les trois donc gratuites et informatives. C'est pas seulement un outil de communication ou de distribution des contenus. Voilà, il y avait Usul aussi, qu'on n'oublie pas, donc pour alléger un peu la couverture qui, chez nous, aurait tendance à être extrêmement sérieuse. Donc, pour en venir à la couverture éditoriale proprement dite, oui, voilà, il y a aussi donc, les rendez-vous de Mediapart. Donc, ce sont ça s'est passé hier, mais c'est un rendez-vous mensuel entre la rédaction et le lectorat. Donc, pas forcément abonné, hein, mais tout le monde peut poser des questions aux journalistes qui répondent en direct, et puis ensuite, vous voyez le replay. Et donc hier, c'était consacré justement aux élections. Donc j'ai regardé cette émission et je m'en suis servi aussi pour préparer cette intervention d'aujourd'hui, puisque je ne suis pas au pôle politique moi-même. Donc c'est aussi un dispositif de communication entre voilà, le lectorat et la rédaction. C'est quelque chose à quoi on tient beaucoup. On a une longue histoire aussi de réunions publiques avec le public. Qui a été très perturbé évidemment par le Covid. Mais du coup, on a mis en place des outils de dialogue. Donc c'était peut-être certains d'entre vous ont connu des chats beaucoup plus classiques, écrits, par exemple. Et donc le chat aujourd'hui évolue, par exemple, sur Le Monde, dans la couverture en live des actualités qui font. Les gens peuvent poser leurs questions. Nous, on fait ça on fait ça en vidéo, en fait. Et donc les gens posent leurs questions par écrit et les réponses sont faites par oral. Alors, donc sur la couverture éditoriale, voilà, notre but est donc de comprendre voilà, ce qui se passe dans le pays. C'est pas quand même, on a envie d'être moteur, bien sûr, sur la compréhension des dynamiques politiques. Et il faut combiner pour ça de la profondeur et de la réactivité. Donc on a une petite équipe, 7 journalistes. Bon, ça peut paraître beaucoup pour nous en fait, mais par rapport aux autres médias, c'est vraiment petit, mais puissant. Et donc on n'a pas de prétention d'exhaustivité. Voilà. On ne couvre pas tout, on ne suit pas toutes les péripéties de la campagne, mais on essaye donc d'être aux aguets pour ne pas rater les événements importants et les comprendre aussi dans leur immédiateté. Et en même temps, il faut être réactif et être présent au moment fort. Et donc là, c'est un exemple du samedi dernier, la grande réunion de la NUP. C'est comme ça que disent les journalistes concernés. Donc je fais juste les suivre sur la prononciation de cet objet nouveau. Donc la grande réunion de la NUP à Aubervilliers, donc il y a un papier qui est publié le soir même, et puis en dessous des éléments d'analyse. Voilà, donc après il y a le cas particulier de l'extrême droite. Je n'ai pas fait de slide en fait, j'ai pas de photos. Une particularité de Mediapart aussi dans le concert médiatique général, télévisé et aussi écrit et sur le web. On assume, nous, une opposition totale aux valeurs de l'extrême droite et on ne fait aucune interview question-réponse des personnalités, des candidats et candidates d'extrême droite. Donc ça veut dire que sur Mediapart, Marine Le Pen n'est pas invitée.
dans nos émissions spéciales. Il y a eu des émissions au début de campagne avec les candidats. Je pourrais y revenir après si vous voulez, mais ni Zemmour, ni Marine Le Pen, ni les candidats à la députation, etc., ne seront interrogés dans une interview sur Mediapart. Et en revanche, on suit évidemment ce qui se passe dans ces partis, comment ils se construisent. Voilà, j'aurais pu mettre un slide sur nos enquêtes sur le financement de Reconquête. Donc on suit à la fois les gens, les électeurs, électrices potentiels. On peut aller dans des meetings. On était au meeting de Villepinte, par exemple. Il y a cette violence aussi qui s'exprime, notamment contre les journalistes, mais pas seulement. Donc on suit bien sûr cette actualité, mais on ne leur donne pas directement la parole. Donc ça, c'est la couverture pour le coup locale, donc qui a été faite pour la présidentielle et qui va continuer pour les législatives. Pour les législatives, c'est, selon l'expression donc, de Fabien Escalona hier dans cette émission, une élection nationale qui se déroule dans des circonscriptions locales. Et Mathilde Goannec disait qu'il faut superposer les dynamiques géographiques et locales avec les dynamiques politiques qui parfois se rencontrent et parfois non. Donc là, vous avez 3 exemples, si tu peux juste revenir. Voilà. On a fait une série d'articles sur les enjeux dans l'outre-mer spécifiques. Une série de reportages, là, qui était plutôt... c'est un journaliste, Jean-Louis Le Touzet, voilà, un ancien journaliste de Libération, qui a fait ce qu'on pourrait appeler un peu du grand reportage, très écrit, etc. Donc 3 papiers dans le Nord-Pas-de-Calais. Une autre série sur la jeunesse dans l'Indre et le Loir-et-Cher, donc on se rapproche d'ici. Et puis la dernière série thématique sur le chômage hors des clichés. Donc là, c'est une série qui était dans plusieurs endroits de France, je crois, mais qui était justement voilà, dans des lieux où se rencontrent des chômeurs, en fait, des chômeuses, personnes en recherche d'emploi, et donc Pôle emploi, etc. Donc on allait voir sur le terrain comment ces gens, s'ils étaient éloignés de la politique, à quel point ou pas, et comment ils perçoivent ce que font les candidats et candidates, est-ce qu'ils se sentent pris en compte, par exemple. Donc voilà, ça c'était donc pour la couverture, plus hors des partis. Et ensuite, voilà, se pose la question évidemment du positionnement au moment décisif. Faut-il donner des consignes de vote, en fait, pour poser la question bête? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ce travail de terrain, comme Mathilde disait hier, a fait qu'on a senti, bien sûr on n'était pas les seuls, mais qu'il se passait quelque chose à gauche avant le premier tour. Et cette montée de Mélenchon. On a commencé à faire des articles sur le vote utile, les gens à gauche qui se mettent à vouloir tous voter Mélenchon. En fait, c'est quand même ça qui s'est passé. Et qui était important pour nous, bien sûr, de saisir en direct et au plus près et de voir, en fait, est-ce que c'est quelque chose qui est réel dans le pays ou est-ce que c'est juste une idée, est-ce que c'est juste les journalistes qui se montent la tête, en fait. Donc ça passe par des journalistes de terrain, des reportages, des coups de fil, aller voir les gens. Et là, on se rend compte, oui, qu'il y a un mouvement et il y a beaucoup de gens qui disent... dans toute la France, en fait, qui vont voter Mélenchon. Donc, on a fait 2 réunions, parce que c'est important aussi pour Mediapart d'associer toute l'entreprise et pas seulement la rédaction à ce genre de décision. Donc, de rappeler pourquoi ce journal existe et au moment de faire un choix, voilà, les valeurs qu'on porte, comment elles seront les mieux défendues. Et est-ce qu'on doit inciter les gens ou pas à aller voter ou pas et pour qui, etc. Donc ça fait des réunions avec toute l'équipe de Mediapart. Donc ça veut dire le marketing, l'informatique, le service abonné, les personnes qui s'occupent aussi des réseaux sociaux, de la communication, etc. Donc un premier éditorial qui est publié à la veille du premier tour et qui... dit, donc Dédouille Plenel, directeur de Mediapart,
on peut comprendre ces abstentionnistes sans pour autant les suivre et du coup décider de voter, donc de choisir. Donc on était plutôt en faveur d'un vote utile quand même, en essayant donc de dire aux gens que c'est une incitation un peu douce, c'est aussi une compréhension de gens qui ne pensent pas franchir ce pas. Donc là, en l'occurrence, c'était voter ou pas Mélenchon, quoi. Et certaines personnes sont très opposées à Mélenchon. Donc on comprend, hein, mais voilà. On exprime cette position. Entre les deux tours, donc ça change. Voilà. Est-ce qu'il faut voter Macron ou pas? Parce que, évidemment, la question voter Le Pen ne se pose pas. Et là, on a eu des discussions aussi à nouveau assez consistantes entre nous, parce qu'un certain nombre de gens étaient très, très défavorables. Et ça devient intime, en fait, hein, la politique. Ne pouvait pas s'imaginer voter Macron, en fait, après le quinquennat qu'on a connu. Des gens impliqués aussi par leur travail à Mediapart dans le suivi des gilets jaunes, des violences policières, sur les réseaux sociaux en particulier aussi, les gens qui, community managers pour dire vite, sont aussi agressés hein, sur les réseaux sociaux parce qu'ils portent l'image de Mediapart, ou c'est eux qui tweetent en fait pour Mediapart, et donc c'est eux qui voient toutes ces réponses qui sont parfois aussi terribles que dans les années 30. Du siècle précédent. Donc pour finir, on fait ce titre, voter dans la douleur, mais c'est quand même moins pire, quoi, hein, voilà. Et avec, donc dans le slide d'après, les phrases marquantes, qui expliquent bien la façon dont on se positionne, voilà, aujourd'hui par rapport à un enjeu politique. Et qui rappelle aussi que si par malheur l'extrême droite gagnait, évidemment ce ne sont pas les gens qui se seraient abstenus qui en seront comptables, mais le pouvoir précédent et bien sûr les gens qui vont voter pour. Voilà, donc ça c'était pour la partie directement voilà, prise de position politique. Donc bon, ça, je crois que je vous en ai parlé déjà. Et bien sûr, pendant que le service politique travaille, le service enquête travaille aussi et continue d'aller sous les dessous des partis, des candidats, des candidates, etc. Donc là, j'ai mis un exemple avec justement Jean-Luc Mélenchon, puisque ça a des répercussions. Donc en fait, cette information n'a pas vraiment eu de répercussions sur la campagne. C'est paru donc le 22 mars, donc on était quand même 3-4 semaines avant le premier tour. Et Jean-Luc Mélenchon était invité potentiellement pour une émission sur Mediapart spéciale, voilà, Jean-Luc Mélenchon face à Mediapart. On avait déjà eu plusieurs autres candidats et candidates précédemment. Et on a toujours des relations assez compliquées avec Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas chaud pour venir à Mediapart en règle générale, pour diverses raisons. Mais voilà, celle-ci était une raison supplémentaire, et donc l'émission en préparation a été annulée. Enfin, la venue de Jean-Luc Mélenchon a été annulée, en fait. Et c'est Bompard et Clémence, dont j'ai oublié le nom de famille. Clémence. Non. Ça, c'est Clémentine Autain. Qui était, voilà. Qui sont venus, qui étaient qui s'occupaient du programme, qui sont venus donc discuter, enfin après, voilà, répondre aux questions des journalistes de Mediapart, puisque on pose des questions et on espère diffuser comme ça des informations. Mais donc voilà, ça nous a perturbé, moyennement. En tout cas, ça nous a fait perdre la présence de Mélenchon lui-même dans cette émission. Il y a eu d'autres papiers, vous avez peut-être suivi, les enquêtes dans d'autres médias aussi, hein, les enquêtes notamment sur les électeurs de Valérie Pécresse à la primaire. Donc c'était Nous et Libération. Il y a eu moins de péripéties cette année qu'en 2017 avec la chute de Fillon et tout ça. Mais c'est aussi, évidemment, ça fait partie de notre travail que de couvrir aussi
Donc les financements, voilà, ce genre de sujet. Voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a... On va passer à une phase de questions-réponses. Moi, j'ai des questions, mais ce n'est pas du tout à moi de monopoliser le crachoir. Donc, est-ce qu'il y a des questions qui seraient déjà, que vous auriez déjà envie de poser à nos intervenants et intervenantes? Ben, vas-y. Ah, je vais peut-être faire circuler un micro. Oui, pour voilà. des raisons Attends, d'enregistrement, il faut que ça passe par là. Merci. Moi, j'ai une question qui s'adresse plutôt à Claire et Étienne, je pense, puisque ce qu'on a vu dans la présentation sur... Vas-y Claire, je vais m'en occuper. sur Avec un micro. un truc qui m'a frappé dans la présentation sur Mediapart, c'est le dispositif dans son ensemble, avec plein de choses qui sont faites, différents formats, beaucoup de choses qui sont assemblées, newsletter, la vidéo, les articles, les reportages, enfin beaucoup de choses différentes. Et ce que vous avez présenté sur 36, on a l'impression qu'il n'y a que les journaux dans quelque chose de plus classique, ou avec un seul espace. Est-ce que c'est le cas, ou est-ce que c'est qu'on n'a pas des éléments suffisants, de traces suffisantes pour voir s'il y a d'autres choses qui sont faites, si les journalistes s'expriment dans d'autres espaces? Enfin, est-ce que c'est une évolution en fait, ce que décrit là Géraldine sur Mediapart, ou voilà, je ne sais pas si ma question est... Si. Alors, le Mediapart, c'est un organe qui est un peu particulier, qui a intégré toute la modernité, etc., qu'il peut y avoir. Après, le problème des archives, c'est que ça peut paraître un peu frontal comme ça, et qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur la vie des rédactions proprement dite. Donc, autant on a des portraits de gens, mais c'est vrai que ces réunions plénières dont parlait Géraldine, ça, on n'a aucune trace de ça, et c'est vrai qu'il y a un travail de recherche pur et dur, mais je vais laisser Claire répondre là-dessus, c'est qu'on n'a pas sur la vie proprement dite de l'intérieur, il n'y a pas ces informations-là, donc ça c'est une des perditions qu'on a dessus. Oui, alors techniquement, quand on est historienne, ce que je vous ai montré là, on n'appelle pas ça des archives, hein, on appelle ça une collection publiée. Et donc, ce qui nous manque, ce sont les archives, justement. C'est-à-dire tout ce qu'il y a autour. Parce que les entreprises de presse ont très rarement déposé leurs archives. Pourtant, là, à cette époque-là, il y a production de papier. Hein, ça, c'est massif et incontestable. Mais on a du mal à avoir des traces. Alors on a quand même des éléments et on sait qu'il y a des pratiques déjà, par exemple autour des abonnés, hein, on sait qu'à Mediapart, bah oui, ça existe dans cette période-là. C'est-à-dire que les abonnés sont invités à un certain nombre d'événements, c'est vrai depuis la fin du 19e, et donc les locaux, on a vu aussi que voilà, aujourd'hui on a une caméra de télévision dans un studio Mediapart identifié. À ce moment-là, les locaux des journaux sont des lieux d'accueil, on y va, on voit les dépêches, bien sûr, depuis la fin du 19e, mais il y a aussi d'autres choses autour de la radio, des démonstrations de radio. Et puis ce que disait Étienne tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, ces journaux entrent dans la radio. Enfin, Paris Soir, c'est Jean Prouvost, et Jean Prouvost crée Radio 37 en 1937, donc, parce qu'il a compris que c'était là le nouveau média, quoi. Donc oui, il y a encore beaucoup de travail à faire sur cette vie politique au sens de l'infra, au sens de ce qui circule, de ce qui s'y passe, parce que l'histoire est écrite avec les sources officielles. Enfin, c'est-à-dire que mes prédécesseuses et surtout prédécesseurs ont écrit une histoire à partir de ce qui était déposé aux archives nationales et qui venait des ministères. Enfin, je caricature évidemment, mais en gros, c'est ça. Donc, si nous, on veut travailler sur les pratiques, et notamment les pratiques du politique, les chercheurs sur le 18e et le 19e le font très bien. Sur le 20e, on a encore vraiment beaucoup de choses à montrer encore. Moi, je trouve ça intéressant comme question parce qu'en fait, on est dans... Moi, je me sens, en voyant la présentation précédente, dans une continuité totale, en fait. Et donc, les moyens, évidemment, changent parce que c'est la technique qui change. Mais les objectifs qui vont être de donner de l'information, de toucher des lecteurs, ne changent pas. Donc, on utilise les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui, qui sont à la fois
propre à Mediapart, mais en même temps, enfin, ce qui nous est propre, c'est peut-être justement un contact qu'on essaye de garder assez proche avec notre lectorat. Je n'ai pas parlé des commentaires, mais on est un des derniers médias maintenant à accepter des commentaires sans modération a priori. Donc les gens s'expriment sur le site aussi. Il y a toute la partie club qui est totalement passée à la trappe dans ma présentation, mais qui accueille donc des voix extérieures, que ce soit des abonnés qui ont un blog où ils peuvent parler librement, ou des tribunes de gens qui peuvent être parfois connus, porter une parole très politique, très publique. Mais tout ça, en fait, il y a une continuité logique, et je trouvais surtout qu'il y a une modernité qu'on a un peu oubliée dans les journaux du passé, à la fois sur la photo, parce qu'on a l'impression avec le web, il y a des photos partout, tout ça c'est nouveau, la photo, voilà, et on fait tous des photos toutes les 5 minutes. Mais en fait, on voit que non, pas du tout, et que ces pages de photos, c'est rien ni plus ni moins que ce qu'on peut faire comme galerie photo, nous, sur le web. C'est un traitement journalistique qui persiste, en fait, voilà, au fil du temps. Et donc là, on est presque un siècle après, quoi, et on fait toujours des galeries photos, en fait. Donc, moi, je vois beaucoup de persistance, et y compris dans cette grande une de laquelle le Petit Journal, ou Paris Soir, je sais plus, Paris Soir, on croit à une homepage presque, en fait. Il y a une foultitude d'articles avec des titres de toute taille, des photos, il manque tout juste de la couleur, quoi. Et on est dans quelque chose qui est, voilà, on a envie de scroller pour aller voir plus bas presque. Ouais, Hein, c'est voyez, ce qu'on appelle voilà, une vitrine, et c'est dû aussi au fait que on est sur des quotidiens qui sont vendus au numéro, hein, donc il faut convaincre tous les jours, faut donner envie d'acheter. Plusieurs fois par jour aussi, non ? Alors oui, ils font des éditions spéciales, de moins en moins quand, avec l'arrivée de la radio, mais oui, il y a des éditions spéciales. Alors c'est vrai qu'il y a ce terrain de la vente aussi, dans ce qu'on dit sur les événements et sur ce qui se passe. Il y a que ces titres sont souvent vendus voilà, dans les rues, par des crieurs, etc., encore pendant cette période de l'entre-deux-guerres. Et donc il y a aussi des choses qui se passent là, au moment de la vente du journal. Et parce que sur l'immédiateté aussi, voilà, la radio, c'est quelque chose dont je parle toujours quand on fait dans ce genre quand on aborde en fait un peu l'histoire des médias, voilà. La radio, ben voilà, ben ça fait 100 ans il y a de l'information en direct en fait. Donc on fait de l'information en direct sur le web, et bien sûr à la télévision qui touche aussi des gens par millions. Donc il faut, je pense, dans l'analyse qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de ne pas oublier la puissance de la télévision. Même si souvent les gens qui discutent autour de ce genre de table ne la regardent pas beaucoup. Mais en fait, elle existe, et c'est des millions de téléspectateurs et téléspectatrices qui sont devant les JT, quoi. Et nous, on ne touche pas des millions de gens, très clairement. Donc voilà, mais l'immédiateté en fait de la radio, ben voilà, elle est centenaire, quoi. Donc c'est aussi quelque chose d'important. Et donc nous, dans cette continuité, on utilise évidemment, on tire toutes les cartouches, quoi. Mais c'est normal. En fait. Est-ce qu'il y a une autre question ? Vas-y. Dans la continuité de la question précédente, est-ce qu'on constate sur cette période de 36 des doubles signatures de certains journalistes qui signent dans tel journal, peut-être avec leur nom propre, mais qui parfois contribuent sur une autre ligne éditoriale, ce qui permettrait de voir les croisements, parfois, si ce n'est entre rédactions, mais parfois d'une même personne parce qu'elle couvre... Alors, sur moi, il y a plusieurs publications. Voilà. Après, sur 2 lignes différentes, pas trop. Il y a quand même des gros clivages. Et justement, c'était ça aussi qui est plutôt intéressant, c'est les personnes qui écrivent, quoi. Enfin, Maurras, il débite un texte qui est affreux, quoi. Non, mais il faut donc et puis il y a des hommes politiques qui écrivent. Enfin, il y a aussi peut-être une tête différence qu'il faudrait introduire dessus. Il y a une présence du politique et des gens qui sont investis dans la vie publique, dans l'écriture presse, qui est pas inintéressante à remettre, je pense. Alors, dans l'écriture de presse et dans la propriété. Enfin, voilà. On parle de la vénalité de la presse de cette période. Oui, effectivement, il y a un certain nombre de journaux corrompus. Je pense que ça a largement été démontré. Mais l'usage, c'est quand même, on parle de Sarraut, c'est quand même des gens qui sont députés, propriétaires du quotidien local, et
qui écrivent dedans. Donc on a remis tout ça à plat à la Libération, mais à ce moment-là, c'est tout à fait reconnu comme légitime, quoi, d'être un bon député radical. On a son quotidien local, et voilà, et c'est comme ça que ça marche. Donc c'est un peu différent. Après, alors sur la circulation des journalistes, là aussi, tu n'es pas sans savoir qu'il y a un peu de travail à faire encore. Mais pour le coup, oui, ça va être plutôt sur des récits, plutôt sur du grand reportage. Et effectivement, on va avoir une déclinaison entre de la presse nationale et locale ou étrangère. Parce qu'il y a quand même pas mal de circulation internationale. Il y a un gros projet de recherche en ce moment qui s'appelle Numa Press. Et à l'intérieur duquel on travaille aussi sur ces circulations internationales des contenus rédactionnels et iconographiques, hein, avec un système qui nous permet maintenant de commencer à faire des reconnaissances iconographiques automatiques un peu efficaces. Et donc on voit ces circulations, c'est comme ça qu'on va commencer à pouvoir avoir des éléments quantitatifs sur les signatures. Est-ce qu'il y a encore une question? Moi j'en ai une. Ah bah vas-y. C'est juste une petite question de curiosité sur le format enquête. Est-ce que à l'époque, dans les années 30, on a des médias qui se positionnent comme Mediapart aujourd'hui, qui mènent des enquêtes, non pas des grands reportages sur un sujet, mais qui pourraient prendre un peu de distance? Ce qu'on voit dans votre présentation, c'est la polarisation vraiment et le clivage politique qu'on voit un peu dans les médias. Est-ce qu'on a des tentatives? Alors, l'enquête au sens de Mediapart, pas vraiment. Hein. Y a encore une fois, c'est aussi une grande différence entre notamment la culture française, qui est plutôt une presse d'opinion, pour simplifier les choses. Et l'enquête, le grand reportage, en fait, va amener ça. Mais l'investigation proprement dite, c'est pas une spécialité française, hein, de mémoire. Voilà. Non, le journalisme d'investigation, parce que c'est de ça dont il s'agit, hein, ça sera post-Seconde Guerre mondiale pour la France. Mais après, il y a quand même de l'enquête, parce que le grand reportage de cette époque-là est de l'enquête. Enfin, voilà, évidemment, c'est les successeurs d'Albert Londres, donc évidemment, il y a cette idée d'avoir un grand reportage qui est engagé. On est en 1936, on est en pleine guerre d'Espagne. Donc oui, les grands reportages sur la guerre d'Espagne sont aussi des formes d'enquête. Ensuite, je reprends le parallèle avec l'enquête là, sur le financement de la campagne de 2017 de Jean-Luc Mélenchon, on est dans un moment un peu particulier parce qu'on est après l'affaire Stavisky, donc, dont on a montré qu'il avait largement financé le monde politique. Et j'allais dire, ils se tiennent un peu tous là-dessus. Donc personne ne sort trop d'informations sur ces questions de financement parce qu'on sent bien que tout le monde est concerné quand même. J'ai une question par rapport à les chiffres que vous avez montrés sur l'année 36, sur le tirage total de la presse écrite, on est à 5 500 000. Est-ce qu'il y a des critères pour comparer le tirage de la presse de l'année 36 avec le tirage d'aujourd'hui de la presse écrite et au niveau des médias, déjà, est-ce que c'est comparable? Ça va comparable? Ça, c'est la première question. Avec quels critères? Deuxième question, en 36, quelles étaient les limites et les obstacles de la diffusion de la presse écrite? C'est les raisons socioculturelles, les raisons économiques. Et deuxième question, est-ce que si on peut comparer, on compare avec quoi aujourd'hui? Est-ce que la pénétration des médias est la plus profonde, pas profonde, ou c'est pas comparable, pas du tout? Alors, on est donc, je commençais par là tout à l'heure, dans un post-média de masse. C'est-à-dire qu'avant la Première Guerre mondiale, c'est évident, on a de grands journaux populaires qui dominent complètement le marché médiatique et qui sont vraiment des médias de masse au sens où c'est ce dont on parle, tous les Français sont impactés et qui portent complètement la culture politique de la Troisième République. Là, on est dans autre chose. Ce sont encore les grands journaux papier sont encore des médias de masse, mais sur le plan financier, on est dans une période de crise, donc
le prix du journal a beaucoup augmenté par rapport au reste des prix, donc c'est devenu un bien un peu plus cher, alors que c'était vraiment un bien de consommation de masse avant la Première Guerre mondiale. Donc c'est devenu un peu plus cher, et puis les formats ont changé, c'est-à-dire que l'innovation, elle vient des hebdomadaires, elle vient d'autres choses, elle vient plus des quotidiens, quoi. Enfin, les quotidiens sont en perte de vitesse. Alors après, attention, donc c'est évidemment compliqué de faire des comparaisons avec ce qui se passe aujourd'hui. Ce qu'on peut comparer, par exemple, c'est le nombre total de tirages et le nombre de postes de radio, puisqu'on a un truc merveilleux qui s'appelle la redevance. Et donc, on sait exactement combien on a de postes de radio, et on sait qu'autour du poste de TSF, on a en moyenne 4,7 personnes. C'est les travaux de Cécile Méadel. Donc, on peut dire qu'il y a autant d'auditeurs que de lecteurs de presse écrite à ce moment-là. Donc, voilà, pour situer le paysage médiatique. Qui était sûr, pardon. Sur la pénétration et la comparaison avec aujourd'hui. Oui, voilà. Aujourd'hui, je pense que la presse quotidienne nationale ne fait pas 1 million d'exemplaires à elle toute seule. Enfin, c'est sûr, voilà. Donc, ça doit tourner dans les 500-600 000, peut-être. Un petit peu plus. Si on, petit prend, peu les plus. 10, si on prend les 10 PQN, ça fait... Ah, quoi que... Non. Bah, ouais. En tout cas, aucun journal ne fait 1 769 000 exemplaires, ça c'est clair. Oui. Oui. Non, mais les exemplaires papier, la diffusion papier, ce qui se vend dans les kiosques, quoi. Bon, c'est la crise, c'est pas nouveau. Mais, après, il faut savoir de quoi on parle aussi en termes de support. C'est-à-dire que tout à l'heure, je disais des médias de masse avant la Première Guerre mondiale, c'est des journaux qui font 4 pages. Enfin, voilà, qui coûtent 1 sou et qui font 4 pages. C'est vite lu et on peut en acheter plusieurs chaque jour, etc., quoi. Moi, j'avais sauf s'il y a encore une question, moi j'en ai une petite sur la question du lien local-national ou de la dynamique locale-nationale, parce que ce qu'on voit, c'est que de façon contemporaine, et quand même plusieurs médias ont fait ça, mais Mediapart le fait, c'est-à-dire notamment avec les partenariats, d'arriver à avoir des focus ou des focales locales qui permettent effectivement de ne pas traiter tout depuis, entre guillemets, le point de vue parisien. Du coup, alors effectivement, il y a les exemples des journaux régionaux, mais dans les nationaux, comment se joue du coup en 1936 cette attention portée au local, ou éventuellement des partenariats ou des coopérations ou des mentions des journaux les uns entre les autres. Enfin, je sais pas, est-ce qu'on retrouve des exemples de ça, de tentatives, en tout cas des nationaux, de décaler le regard ou de déparisianiser, quoi, sachant que la presse est plus présente à l'échelle locale aussi. Alors, je ne sais pas s'il y a des partenariats qui sont faits comme ça. Il y a un problème de... Enfin, après, il y a des infos qui remontent. Il y a le télégraphe, tout, la photo, tout ça, c'est le bellinographe, comme adore. Voilà. Donc ça fonctionne très bien. Non, après, ce qui est important de rappeler, c'est l'héritage Troisième République, où les journaux locaux sont financés par des partis, sont financés par des gens qui adhèrent à des partis, etc. Donc on est plutôt dans un tropisme local, et qui va... Mais sur l'information proprement dite, c'est pas vraiment un sujet, c'est plutôt un moyen d'exister en local, et depuis c'est un levier politique, et toute pas, la Troisième République, c'est l'histoire de... Ils ont tous leurs journaux, quoi. Voilà. Je sais pas si... Oui. Là, évidemment, avec la thématique actuelle des assises et de ce qu'était cette séance, on s'est concentré sur la dimension politique, et là, en l'occurrence, des moments électoraux. Je venais de repenser, parce que ça m'a laissé en suspens, la question de Alexander il y a quelques minutes sur l'investigation. Pour le coup, elle ne portait pas sur des dimensions électorales ou politiques, mais malgré tout, et vous l'avez tous en tête, le nouveau détective ou autre, il y avait de l'investigation sur ce qu'étaient davantage les faits divers, y compris parce que 2 ans avant 1936, notamment l'attentat de Marseille ou autre, lors du année du grain à moudre, au-delà du fait divers qui va concerner parfois 2 ou 3 personnes, mais sauf erreur de ma part, effectivement, c'était pas politique, comme Claire l'a dit tout à l'heure. Voilà. Alors après, il y a des scandales et tout ça qui sont mis devant. Il y a du undercover, etc., donc du reportage qui est fait chez les gens normaux, on va dire, comme ça. Donc ça il y a présent, mais il n'y a pas une investigation de décortiquer vraiment, sauf vraiment sur des cas très, très, très particuliers. Au quotidien, pas trop.
Sur l'investigation aussi, on n'est pas hyper nombreux sur la place à pratiquer, mais c'est très très lié aussi à l'économie des médias, à leur indépendance en fait. Et donc on a des médias à cette époque-là qui appartiennent à des industriels, comme on disait peut-être à l'époque. Aujourd'hui, c'est plutôt nos milliardaires là. Et donc la non-indépendance des médias ne pousse pas à l'investigation. Que ce soit le Figaro chez Dassault, les Échos Bernard Arnault, je vous passe toute la galaxie Bolloré, y compris dans la télévision. Donc tout ça sont des médias qui ne poursuivent pas que des intérêts journalistiques. Pas que. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que ça nuit clairement à l'investigation. Voilà. Et nous, dans notre dispositif, il y a quelque chose dont je n'avais pas parlé aussi, mais qui est le film Média Crash, qui est sorti en février, qui est précisément sur l'indépendance des médias et le tort que fait au débat public cette absence d'indépendance en général et les pressions que subissent les journalistes. Donc c'était aussi un élément pour nous de rappeler ça dans le débat politique, en fait, l'importance de la liberté de la presse et de son indépendance, puisque sans indépendance, vous n'êtes pas complètement libre. Voilà. Donc c'est un enjeu important quand on parle d'investigation, évidemment. Ce sera un très bon mot de la fin. Sauf si il y a encore une question vraiment et que la personne se sentirait absolument brimée dans son être de ne pas pouvoir la poser. Et si ce n'est pas le cas, je pense qu'on va rester sur ce joli mot de la fin. Merci beaucoup à nos intervenantes et intervenants. Merci. Bravo à vous.